Alors bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Étienne Hervy. Plus au data et à la data visualisation, je m'intéresse au graphisme, au design graphique. Et donc puisque j'y connais peu de choses en data, on m'a demandé d'intervenir, les deux intervenants qui vont suivre et qui eux connaissent un peu plus leur domaine. Je voulais juste revenir sur quelques points qui ont été évoqués ce matin. Vous allez voir que ce dont on va parler cet après-midi tient à la production de discours. Et j'ai noté par exemple que M. Kersinti nous évoquait le fait que ces data soient définies comme étant sans qualité apparente. Donc là, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous renvoyer vers un roman de Robert Musil qui s'appelle L'homme sans qualité. Sans qualité ne voulant pas dire sans aucun talent, mais sans aucune qualité de société, de titre ou de fonction préétablie. Puisqu'on parlait de littérature, je voulais vous renvoyer aussi à Victor Hugo, qui dans Notre-Dame de Paris écrivait sur une longue diatribe, ceci tuera cela, où il expliquait ce en quoi la littérature allait prendre le pas, et avec elle l'imprimerie, sur tout ce dont était chargé en termes de mission, on va dire, sociale et collective. L'architecture, c'est aussi l'occasion de réinterroger si on est dans un tel tournant ou pas, c'est-à-dire quelle ambition, voire quelle exigence on peut avoir vis-à-vis du numérique. Le considérer comme une chose en soi, c'est très bien, mais ramenons-le à nos préoccupations plus personnelles. Et puis, plus de façon amusante sur ces questions de chiffres. J'avais une première anecdote. Je crois que c'est la dernière fois où on s'est vu avec Claire Payot en présence des élus de la région. On a parlé chiffres et Claire évoquait la réponse de Staline. Alors à Pierre Laval, j'ai cherché les sources. Laval lui demandant d'intervenir en faveur du Vatican, Staline a répondu « Le pape, combien de divisions ?» Voilà, donc la vision chiffrée du monde est toujours intéressante. Et dans le genre d'anecdote plus étymologique, j'ai découvert un jour que le mot « hécatombe » était là pour désigner le sacrifice de 100 bœufs. Et là, je vous renverrai la revue Azimut, qui est produite par le post-diplôme de l'école de Saint-Étienne, et qui a récemment publié 2 articles très intéressants sur l'organisation des abattoirs à Chicago et à Paris. Vous allez me dire que je m'éloigne du sujet, mais pas vraiment, c'est-à-dire la question du quantitatif par rapport à un modèle de valeur était là interrogée dans ces 2 modèles d'abattoirs différents. Celui de Paris se trouvant très bien résumé, donc les grands abattoirs de la Villette, par le logo qu'on avait fait Grappus d'une vache découpée en tranches, c'est-à-dire samplée et segmentée à travers un logo, voilà, pour maintenir actif l'histoire de ce lieu. Et le dernier chiffre, on a parlé d'algorithme, simplement pour pointer une petite chose comme ça. On parle d'algorithme aujourd'hui dans les programmes scolaires aux enfants à partir de 3 ans, c'est-à-dire avant des choses qui vont nous intéresser ici, qui sont des notions plus établies de récit, de choses comme ça. Tout ça pour dire, là on est là pour s'interroger du côté des designers et de l'intervention du rôle du designer vis-à-vis de ces datas. Reste qu'en face viendra effectivement un lecteur. Et là, j'en arrive un peu plus précisément à notre sujet, et je termine mes digressions pour d'abord passer la parole à Sabine Blanc, qui est journaliste, qui a travaillé pendant plusieurs années sur le site oni.fr, qui travaille, je crois, aujourd'hui à la Gazette des communes, et qui s'intéresse notamment aux questions du travail sur le numérique, la gestion des sujets numériques, aussi bien sur la forme que sur le fond, à travers ce média-là. Et ensuite, nous céderons la parole à Vivien Loviera, j'espère que je prononce bien son nom, mais il nous le dira tout à l'heure, qui lui nous parlera plus précisément des récits de données ou des données au récit, c'est-à-dire de la question de la narrativité rapportée à la question de la data. Dans ces 2 cas, donc, on se rapproche, on continue à regarder et questionner la data sur sa compatibilité avec la production de discours. Voilà, donc dans un cadre éditorial, c'est ce que va nous décrire Sabine, ou dans un cadre narratif. Voilà, donc 2 choses en tout cas qui font partie du sujet. Voilà, je passe la parole à Sabine.
Merci déjà pour l'invitation à ce colloque. Moi, je vais vous faire un panorama un peu général de l'arrivée du data journalisme dans les rédactions françaises, qui est un phénomène en fait assez récent. D'abord, je voudrais préciser ce qu'est le data journalisme. Et pour moi, il y a essentiellement deux formes. C'est pour ça que j'ai mis un S en fait à data journalisme. Bon, si on prend la définition, j'allais dire stricto sensu, un peu pure et dure, on peut citer Nicolas Kaiserbril, donc, qui est un data journaliste parmi les plus reconnus, qui dit voilà, le journalisme de données, c'est le processus de création d'un récit à partir d'informations structurées. Donc on a au cœur de la mise en récit la base de données, qu'elle soit petite ou grosse, avec l'idée qu'on va trouver des informations en enquêtant dans cette base de données. Il y a aussi une autre forme qu'on peut dire un peu plus diluée, ce qui ne veut pas dire qu'elle est moins intéressante, c'est juste une autre approche qui consiste à étayer en fait une argumentation par des chiffres, des infographies, etc., qui vont être intégrés dans les articles. Vous connaissez peut-être les décodeurs, par exemple, sur Le Monde. Là, c'est la capture d'écran qui est à gauche. Voilà, qui sont assez familiers de ce type de traitement. Il faut aussi voir que quand on parle de data journalisme, alors on pense tout de suite justement data visualisation, cartes, etc., graphiques. Effectivement, c'est souvent le cas. Mais il y a aussi parfois des récits extrêmement classiques. Là, j'ai pris l'exemple alors c'était dans le cadre des LuxLeaks, qui est une grande enquête internationale sur l'évasion fiscale au Luxembourg. Donc il y avait effectivement plein de cartes, etc., la base de données qui était accessible, mais il y avait également des articles très classiques. Donc là, en l'occurrence, c'était pour un peu incarner un phénomène un peu immatériel, l'évasion fiscale, complexe aussi. Donc il y avait un article sur trois personnes qui étaient présentes dans cette base de données. On a aussi l'impression, quand on entend parler du data journalisme, c'est quelque chose de nouveau qui a surgi ces dernières années. Si on prend à l'échelle du monde, enfin peut-être du monde occidental, en fait ça remonte au 19e siècle. On parle souvent d'un graphique du Guardian de 1821 où on voit déjà un tableau avec des chiffres. Pour le cas de la France, il y a toute une tradition de journalisme entre autres économique où déjà on montre des chiffres, on a des graphiques. Alors là, c'est une citation de Sandra Moatti qui travaille à Alternatives économiques, qui dit que Alter Echo, en quelque sorte, c'est des Monsieur Jourdain du data journalisme, parce que ça fait des années, peut-être 20-30 ans qu'ils font des graphiques à partir de données publiques, etc., qu'ils enrichissent et qu'ils essayent de donner du sens à ces données, ce qui est une bonne définition aussi du data journalisme. À partir des années 80, on voit aussi se développer les services infographie. Donc des petites cellules qui sont chargées à l'époque c'est pour le print et ensuite pour le web de faire des infographies qui vont et donc c'est des services qui travaillent avec les journalistes qui d'ailleurs ils ont eux-mêmes je crois il me semble une carte de presse. Je crois que ça n'a pas été évident au début qui c'est la carte de presse. Là le petit graphique en l'occurrence c'est un bon exemple, c'est Alter Echo pour illustrer un sujet sur les inégalités. Il y a un autre phénomène qui est apparu un petit peu plus tard dans les années 2000 qui va contribuer à ce que le data journalisme arrive vraiment sur la scène du journalisme, c'est ce qu'on appelle le fact-checking, donc qui installe davantage une culture du chiffre. Alors ça vient d'abord des États-Unis, donc il y avait par exemple le Trousseau-Meter de PolitiFact. Ensuite il y a Libération qui est arrivé je crois en 2006 avec des intox qui existent toujours. Et il y a eu un véritable tournant avec la présidentielle de 2012 où il y a plusieurs médias qui ont lancé des petites cellules de fact-checking, avec l'idée qu'on va vérifier en s'appuyant sur les données des propos et ensuite, en général, ces cellules ont été maintenues et continuent de faire ce travail, pas uniquement sur la présidentielle, mais sur tout un tas de sujets. Si on en revient au data journalisme hardcore, si je puis dire, le gros tournant incontestable, c'est Wikileaks en 2010. Qui est une organisation internationale de fuite de données qui avait publié des mégaoctets de documents classifiés sur la guerre en Afghanistan. Donc c'était les war logs afghans ou irakiens, je ne sais plus dans l'ordre parce qu'il y en a eu deux l'un après l'autre. Donc il y avait une enquête internationale avec le Guardian, etc., le New York Times.
Et donc il y avait un petit site qui s'appelait ovni.fr où je travaillais à l'époque, qui avait d'elle-même construit une interface pour naviguer dans cette base de données et permettre à tout un chacun de trouver des informations, éventuellement de mettre à jour des choses intéressantes. Alors ensuite, il y a quand même un phénomène un peu de banalisation, c'est-à-dire que le terme, enfin je me souviens quand je parlais de data journalisme en 2010-2011, on ne comprenait pas trop ce que c'était. Maintenant, je pense que tout journaliste dans une rédaction, enfin peut-être pas tout, une bonne partie disons, a à peu près une idée de ce qu'est le data journalisme. Voilà, après il est d'accord, il n'est pas d'accord, si c'est bien ou pas bien, mais globalement il voit ce que c'est. On a vu d'une part un phénomène d'externalisation, c'est-à-dire qu'il y a des petites agences qui se sont créées comme We Do Data, qui fait des données, des infographies comme son nom l'indique. Ils sont très axés posters plutôt, donc pas forcément des choses interactives. Il y a aussi Ask Media, et il y a également certaines rédactions qui ont commencé à bâtir des petites cellules de data journalisme, qui sont en général assez petites. Donc il y a les décodeurs dont je vous parlais, il y a aussi l'IB6+, qui s'est créé récemment. Voilà. Qu'on parle de data journalisme soft ou dur, il y a beaucoup de facteurs communs de développement. Le premier, c'est tout simplement le développement du journalisme web. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, le journalisme web, on rigolait un peu. On rigole encore des fois, mais plus personne ne conteste que c'est l'avenir du journalisme. Les services se sont étoffés, ont quitté la cave pour rejoindre le plateau du print aussi. Il y a des profils de journalistes web purs qui sont aussi arrivés. Et parmi ceux-là, il y en a en particulier qui aiment bien, qui ont une attirance certaine pour ce que j'appelle la bidouille, c'est-à-dire qui n'ont pas peur de regarder un peu de HTML, de CSS, de tripatouiller des outils de graphisme. Voilà, donc des profils pas littéraires, entre guillemets, stricto sensu. Autre facteur important, c'est l'apparition le développement d'outils qui sont soit gratuits, ou disons financés par la pub ou d'autres business models, mais disons que les journalistes ne payent pas pour les utiliser, ou alors c'est des petits forfaits. Ils sont faciles à utiliser aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de savoir coder. Moi je me souviens ça fait 8 ans que j'ai commencé à travailler, c'est hallucinant le nombre d'outils, les possibilités que ça a ouvert. Et en gros, après une bonne semaine de formation, ou si on est un peu débrouillard, on arrive à faire des cartes, des graphiques de façon facile, qui tiennent la route. Là en illustration, d'ailleurs, je vous ai mis c'est un outil de cartographie qui s'appelle CartoDB, que vous connaissez peut-être, qui est une bonne alternative à Google Maps, qui se développe et qui est très facile d'accès. Un autre facteur dont on ne parle pas forcément beaucoup, c'est une philosophie je pourrais dire de l'open source qui s'est développée. Alors l'image du journaliste traditionnel, c'est quelqu'un qui est un peu jaloux de ses sources, qui peut être solitaire éventuellement. Là, à contrario, on voit moi je vois des gens qui ont envie de partager leurs recettes, leur façon de travailler pour aider leurs collègues. Là, en illustration, donc c'est sur le temps.ch, il y a un monsieur qui s'appelle Jean Biatessi, qui est un très bon data journaliste, donc il y a un blog où il explique régulièrement ce qu'il fait. Et vous avez peut-être vu passer une enquête, plusieurs enquêtes d'ailleurs sur Airbnb, qui démontraient qu'en fait c'était pas du tout une affaire, c'était beaucoup moins une affaire d'amateur que ce qu'on pouvait le croire. Et donc il a fait un long billet où il expliquait comment il avait fait, et il y avait entre autres un lien vers le petit script qu'il avait utilisé, tout le monde pouvait le reprendre. Et du coup, ce qui fait que cette enquête, qui est d'abord parue sur le temps.ch, gratuitement, des gens ont pu prendre le template et faire l'enquête chez eux. Donc on a vu 89 Strasbourg, et je crois à Nice Matin aussi, quelque chose comme ça. On voit aussi des rédactions qui créent des comptes GitHub où ils déposent le code de leurs applications. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, de nouveau, et qui est très agréable. Sur Twitter aussi, on peut lancer un appel à l'aide pour un conseil technique, et en général, il y a quelqu'un qui vous répond. Il y a aussi une communauté Google+. Et donc, ça aide dans un environnement qui est quand même qui est vraiment en changement perpétuel. Faut quand même veiller pas mal pour faire le tri dans les nouveaux outils, etc.
Et voilà, donc c'est un phénomène d'entraide que j'aime beaucoup. Évidemment, du coup, les écoles de journalisme qui sont, heureusement, malheureusement, je ne sais pas, un passage un peu incontournable en France pour être journaliste, ont commencé à intégrer certaines des formations data journalisme. Donc en général, sur une cohorte de, je sais pas, 30 élèves, il y en a peut-être 4-5 qui vont trouver ça super chouette. C'est pas forcément énorme, mais c'est déjà ça. Ensuite, ils vont dans la rédaction et ils s'énervent un peu. Et il y a également évidemment des formations continues. Nous, à la Gazette, on a eu droit à des formations continues. Il y a aussi des MOOC. Il y a plein de façons de se former sur le tas, que ce soit encadré ou pas. Autre paramètre important, c'est il faut des bases de données pour faire du data journalisme. Et il y a ce qu'on appelle l'open data qui se développe de plus en plus en France, qui fait qu'on a de plus en plus de bases de données qui sont accessibles. Bon, le problème, c'est qu'elles ne sont pas forcément toujours propres, mais au moins les données sont là, on peut les prendre, c'est gratuit. Voilà, je vous ai mis une capture d'écran de data.gouv, qui est le portail national, et aussi des portails dans les collectivités territoriales. Je crois que Reims, il me semble avoir vu un compte Twitter Open Data Reims, donc j'en déduis qu'il y a un portail. Il y a aussi le phénomène du crowdsourcing, c'est-à-dire qu'on va, si on peut pas faire sa base de données, enfin télécharger une base de données, on peut la constituer pour les besoins d'un sujet. Et voilà, donc tout ça fait qu'on a un potentiel de sujet et d'angle qui s'ouvre énormément. Voilà, un peu plus propre, je dirais, au data journalisme pur, il y a principalement deux phénomènes. Il y a celui des leaks, donc j'ai parlé de Wikileaks au début. En lien avec les lanceurs d'alerte, donc il y a des gens qui balancent des bases de données sur des plateformes sécurisées. Donc la plus connue c'est Wikileaks, mais il y a aussi GlobalX qui s'est développé à la suite et qui en fait peut être adapté, récupérer à Nantes par exemple, ils ont adapté le code pour le localiser. Et le dernier phénomène, c'est qui passe en lien d'ailleurs avec la philosophie de l'open source, c'est un journalisme en réseau, donc qui est permis par Internet. Toutes les grosses enquêtes de data récentes, en général, il y a tellement de données à traiter qu'il y a des rédactions dans plusieurs pays qui collaborent ensemble. Voilà, dans le cadre des LuxLeaks, il y avait je ne sais pas ce que veut dire l'acronyme, enfin, j'ai oublié, c'est l'ICIJ, qui est c'est un consortium absolument énorme de journalistes dans plein de pays, et ils arrivent à travailler ensemble. Et, voilà. On pourrait croire que le data journalisme maintenant c'est bon, c'est intégré, c'est comme faire une pastille radio, une petite interview vidéo. Dans la réalité, vous aurez peut-être remarqué que j'ai toujours cité en gros les mêmes. Hein. Il y a le Décodeur, Libé, pour l'étranger, le Guardian, etc., le New York Times. Il y a en fait peu de rédactions qui ont complètement intégré le data journalisme dans leur pratique au quotidien. Tout simplement pour plusieurs raisons. Alors la première, c'est que malheureusement, quand on pense journalisme, on pense littéraire, encore une fois, entre guillemets, j'aime pas trop ça, parce qu'on a l'idée que c'est quelqu'un qui écrit, qui aime écrire, et que c'est pas du tout quelqu'un qui va avoir un peu une patte technique. Du coup, il y a aussi les élèves en école de journalisme qui ont encore cette idée en tête, et qui se rêvent encore en Albert Londres, etc., et qui globalement ont peu envie de faire cette forme de journalisme, alors qu'elle est intéressante bien sûr, et qu'en plus sur le CV, ça permet d'intégrer une rédaction, c'est vraiment une plus-value. Il y a aussi le fait que ça reste assez coûteux. Alors, j'ai dit effectivement qu'il y avait de plus en plus d'outils qui étaient gratuits. Pour faire des travaux de data journalisme plus consistants, donc on travaille par exemple en équipe pluridisciplinaire avec un développeur et un graphiste, ça coûte cher. Enfin, même si ce n'est pas des budgets énormes, les médias sont en crise. Et s'il faut embaucher 2 personnes, on réfléchit. Et ce n'est pas forcément la priorité. Et ça peut en plus être coûteux en termes de temps investi. Il suffit qu'un fichier soit sale pour qu'on mette facilement 3-4 jours à le nettoyer. Quand je dis à le nettoyer, c'est vraiment faire un travail débile où on ne produit rien du tout. Et le dernier jour, on va faire le papier autour de ces données. Et c'est 3-4 jours pendant lesquels on ne produit pas un article, alors que ça peut valoir la peine de passer ce temps à nettoyer les données.
Il y a un autre phénomène qui limite la portée, c'est une forme un peu de standardisation. Peut-être même que parfois on emploie le terme data journalisme de façon exagérée. Voilà, il suffit qu'il y ait un petit graphique dans un papier, on dit j'ai fait du data journalisme. Peut-être pas exagéré, quoi. C'est un article avec un petit graphique et l'article pourrait exister sans le graphique. Bon, je ne citerai pas le média d'où j'ai extrait la capture d'écran, parce qu'en fait il y en a plein qui font ça. Mais typiquement là c'est la Google Maps, c'est pas très joli, c'est pas forcément toujours une plus-value énorme. Et en plus, ça peut laisser à croire dans l'esprit des gens qui ont les budgets que ça suffit. Avec ça, c'est bon, c'est du data journalisme, on ne va pas pousser plus loin. Alors qu'au contraire, il faudrait renforcer ces pôles. Un autre fait dont on n'a pas beaucoup parlé, il faut vraiment être dans le milieu du data journalisme pour être au courant, c'est qu'il y a une incertitude juridique en fait, qui existe actuellement sur la possibilité ou pas d'aspirer en fait, des bases de données. Donc il y a eu des décisions récentes de la Cour européenne de justice. Donc voilà, c'est pas en dernier ressort, mais si au final on pouvait par exemple ne pas scraper des données, des bases de données, c'est-à-dire les aspirer, ça poserait une limite certaine. Dernier phénomène, c'est aussi une récupération faite par la communication institutionnelle et qui, en mon sens, peut affaiblir le data journalisme de la même façon que la communication institutionnelle via des publications papier a affaibli, je trouve, parfois la presse locale, parce qu'on se dit, voilà, ça suffit, voilà, le contenu que me propose l'institution me suffit, je trouve ça assez intéressant, pourquoi aller plus loin, pourquoi, je sais pas, payer un abonnement à un site qui fait du data journalisme, voilà, et je trouve que ça peut prêter à confusion voilà, dans l'utilisation des données qui peut au final porter à préjudice. Voilà, pour finir, les coordonnées. Je reprends le micro. Merci. On va accueillir Vivien maintenant. On a convenu qu'on faisait les questions dans un second temps. Donc Sabine va rester avec nous. Donc en tout cas, préparez vos questions. Et donc là, Vivien Leviera, mais peut-être je prononce mal. Leverriat, pardon. Alors non seulement je prononce mal, mais en plus je lis mal parce que c'est exactement ce qui est marqué sur ma feuille. Donc maître de conférences en sciences du langage, de l'information et de la communication à l'université de Limoges, et également co-directeur de la licence professionnelle web design sensoriel et stratégie de création en ligne, qui mène également des recherches au CRS en sémiotique linguistique cognitive dans le domaine du web design, design d'information, communication numérique. Donc pour une intervention qui a pour titre et sujet récit de données ou données en récit, data et narrativité. Un peu de suspense, sorte de voilà. Donc bonjour à tous. D'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation et j'étais même surpris d'être retenu puisque en fait je ne suis pas un spécialiste du design ni un spécialiste des données statistiques. Par contre, je travaille sur la narration et dans le domaine de la linguistique et de la sémiotique. Je vais en parler un peu plus après pour vous montrer les liens. Voilà. Donc aujourd'hui, l'étude que je vais vous présenter, c'est une étude assez récente. C'est sur la question du data storytelling. Donc cette idée, ça problématise en fait la relation entre le récit ou la narration et la présentation de données statistiques. Donc la question centrale qui est reprise dans le titre de mon intervention sera de déterminer en gros, mais c'est un peu des positions idéales, de déterminer si les données engendrent la forme du récit ou inversement si la forme du récit prend en charge les données statistiques. Donc je dis, c'est cette question de la primauté, donc c'est un peu problématique puisque je dis que c'est le paradoxe de l'œuf et de la poule. On va toujours se poser cette question, mais elle permet justement d'examiner plus précisément les conditions de production de ce data storytelling, cette narration avec des données statistiques. Alors, je ne savais pas à quel public je m'adressais, donc je vais faire un récapitulatif un peu universitaire. Et après, je montrerai des exemples. Donc, je pars en fait de vieilles, on va dire,
notion. En fait, si l'on se réfère donc à la sémiologie graphique de la fin des années 60 et du début des années 70, la visualisation des données statistiques ou data visualisation s'attachait essentiellement à des valeurs d'utilité, de simplicité et de véracité. Le but initial de la graphique de Bertin, par exemple, fut finalement conforme à celui des statisticiens de la fin du XVIIIe siècle. On donne en général comme exemple l'Écossais William Playfair. Vous avez dû voir déjà la courbe l'économie qui se croise. Enfin. Donc pour être utile, les visualisations doivent autoriser des regroupements visuels et des ordonnancements de manière à conférer à la multiplicité des informations une accessibilité et une lisibilité quasi immédiate. Donc pour Bertin, on ne lit pas un graphique, on lui pose des questions. Si sa fonction principale est bien de répondre à ces questions posées par le détenteur des données, elle devient spécifique dès lors qu'elle se présente comme une solution figurative, ou on dit aussi solution iconique, qui transforme en information intelligible un ensemble de données que le système humain ne peut embrasser dans sa totalité. Fin des années... Oh, ça fait un bruit avec le micro. Fin des années 90, début des années 2000, la visualisation de données semble avoir intégré, notamment sous l'influence médiatique de David McCandless, les valeurs esthétiques et rhétoriques qui vont s'ajouter, je ne sais pas si c'est le terme, aux valeurs informationnelles. L'information n'est plus seulement clairement accessible, elle devient belle. Information is beautiful, c'est l'expression exacte employée par McCandless pour ses ouvrages et ses interventions. Donc c'est la période du data design, et ainsi juxtaposer design et data pour composer ce récent data design, ce n'est pas simplement une substitution de la traditionnelle visualisation par quelque chose d'un peu plus moderne, plus contemporain. Ce changement est porteur de sens à double titre. Il invite d'abord à déplacer la fonction, c'est une fonction au singulier, la fonction d'information originelle de la visualisation vers les fonctions et les valeurs de cette visualisation statistique. Ainsi, ce data design installe d'emblée la visualisation dans un espace de stratégie dans lequel peuvent cohabiter plusieurs objectifs et des systèmes de valeurs potentiellement concurrents. C'est ce qu'on va voir après. Dans ce data design, nous constatons notamment comment la valeur de beauté va devoir entrer en jeu dans la visualisation et s'ajuster avec la valeur de véracité et de clarté de l'information. Ce changement invite également à concevoir le design non plus comme un méta ou un sur-design qui gérerait la stratégie vue d'en haut, mais d'un point de vue diachronique dans le temps, en repensant le design comme un éternel redesign, une expression que j'emprunte à Bruno Latour. C'est un design qui s'appuierait sur les propriétés de l'existant, en prenant en charge, c'est son expression, la fabrique de la vie et en l'améliorant avec précaution. Seulement, nous pourrions penser que cette révolution du beau n'en est pas vraiment une, puisque même Jacques Bertin explique en fait qu'un design doit être agréable à regarder, en tout cas déjà. Ce qui est modifié ici, en fait, c'est l'ordonnancement, c'est-à-dire que la forme du design est placée avant la donnée statistique. La nouveauté, c'est que nous partons du plastique ou du figuratif pour prendre en charge les données statistiques. Ainsi, donc, cet arc-en-ciel, on ne se doute pas, c'est... Peut-être que vous le connaissez déjà. Cet arc-en-ciel prend en charge les revenus potentiels pour le Royaume-Uni du trafic de différentes drogues. Donc, trafic qui, au passage, permettrait de régler entièrement l'ardoise laissée par les universités du Royaume-Uni en 2012. Je trouvais ça intéressant. Donc, dans la démarche de conception présentée sur le site de McCandless, la forme plastique, donc les bandes de couleurs entrecroisées, et figurative aussi, l'arc-en-ciel ainsi formé, apparaissent comme premières vis-à-vis des données qui seront prises en charge par la visualisation. Donc, elles semblent belles avant d'être claires et accessibles. Ainsi, la valeur esthétique et rhétorique du data design semble prendre ici le dessus sur la valeur simplement informationnelle de la data visualisation. Alors, c'est vrai que je grossis le trait, c'est pour expliquer justement le poids en fait, de ces différentes valeurs. Progressivement, le data design évolue vers des formes plus représentatives ou figuratives en représentant des objets du monde. Ainsi, le diagramme prend ici la forme d'une fleur dont la superficie indique le nombre de morts en milliers, la couleur, la région du monde concernée, et la longueur de la tige indiquant la durée de la guerre. Ici, les données plastiques retranscrivent à la fois l'information statistique, expriment une certaine beauté,
mais également figurent des objets du monde en lien avec la thématique du champ de bataille et ici du champ de commémoration. Le coquelicot ayant été associé au XXe siècle, en particulier dans les pays du Commonwealth, au souvenir des combattants et tout spécialement des soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale. Donc la beauté des données plastiques laisse progressivement place à la représentation de données figuratives, figures qui sont quelque part, je ne peux pas trop m'étendre là-dessus, mais qui constituent les premières briques en fait d'un récit, d'une narration destinée à raconter une histoire, ce qu'aujourd'hui donc je dénomme le data storytelling. Donc ici l'espace stratégique doit désormais conjuguer valeur informationnelle, valeur esthétique et valeur narrative. Alors pour étudier cela, je fais un rapide détour un peu théorique afin de vous présenter l'arrière-plan théorique et méthodologique, celui donc de la sémiotique narrative. Alors les sciences, excusez-moi, c'est vraiment un vieux modèle, peut-être vous l'avez déjà vu. Donc les sciences du langage sont en général associées à l'étude des textes ou de la communication orale, ce que nous entendons généralement par linguistique. Cependant, avec l'émergence de la sémiologie de Saussure et la sémiotique de Jemslev, fin du 19e et début 20e, la théorie du langage a connu une extension de son champ d'analyse. Ces sciences de la signification considèrent en effet que toute expression du monde, dont l'écrit et l'oral sont des formes possibles, peuvent constituer un ensemble signifiant qui va fonctionner comme un langage. Ainsi, une sémiotique, c'est le produit tout simplement d'une solidarisation, quelque chose, justement un lien qui se crée entre des formes de l'expression, ça peut être visuel, olfactif, auditif, et de l'autre côté, des formes du contenu. Alors, bon, là, c'est vraiment l'exemple d'école. Donc là, c'est un système très restreint, très normé, qui est le code de la route. Donc ici, on aura des signaux visuels, vert, jaune et rouge, qui vont rendre compte de contenu, donc l'interdiction, le presque interdit, l'autorisation. Et donc on voit qu'un champ, on va dire, des couleurs ont été sélectionnées, et par exemple on ne veut pas accepter les couleurs roses, par exemple. Le rose n'aurait pas de signification particulière, ou ça serait un rouge, on le considérait comme un rouge délavé, mais ça ne serait pas accepté dans le système. Donc vous voyez, le visuel fait système en fait. Voilà. Donc ce découpage étant identique, puisque c'est la forme qui est commune, c'est la manière de découper le monde, donc on peut avoir sur le même plan de l'expression plusieurs découpages. C'est pour ça aussi que c'est sensible à des communautés perceptives, c'est sociologique aussi. Donc on va avoir un isomorphisme, ce qu'on appelle un isomorphisme entre les deux plans. Pour étudier le récit, c'est pareil, je vais vous présenter un noyau. La sémiotique a développé une sorte de description syntaxique élémentaire. Pour elle, le récit, tout d'abord, c'est un état 1 qui va passer à un état 2 par le biais d'une transformation. Et cette transformation, en fait, on appelle cette transformation un prédicat, ça va être comme un verbe. Ce prédicat central peut fonctionner comme le verbe dans une phrase. Dès qu'il y aura ce prédicat, va s'organiser une petite scénette qui suppose des actants. Donc là, je donne comme exemple le prédicat donné. Le prédicat donné impose, il a une valence 3, il impose un donneur, un donné et un receveur. Si j'utilise le prédicat marcher ou bailler, je n'aurai qu'un seul actant, le bailleur ou le marcheur. Donc là, dans nos visualisations, la narration se présente sous la forme de prédicats implicites, présentés soit par les données statistiques du diagramme, soit par les données figuratives de la représentation visuelle. Ainsi, plusieurs structures narratives de base vont pouvoir coexister, voire se concurrencer dans une même visualisation. Donc la démarche sémiotique, en gros, c'est une analyse de l'expression, les propriétés plastiques et figuratives des data visualisation, une analyse qu'on appelle des contenus, analyse sémique, c'est les unités de sens que l'on va retrouver dans les formes diagrammatiques, dans les représentations figuratives. Et bien sûr, une analyse des représentations collectives, c'est-à-dire tous les discours qui sont produits autour des visualisations pour permettre un certain contrôle de l'interprétation de la part de l'analyste. En gros, c'est pour ne pas partir dans tous les sens, en fait. C'est tout simplement avoir un contrôle par une communauté perceptive, justement. Donc pour étudier les formes du récit, je l'ai déjà dit, excusez-moi. Donc partant de cet arrière-plan théorique, on va se poser trois questions importantes. La première question est la suivante: quelles sont les structures sous-jacentes partagées entre les représentations de données statistiques et des modèles narratifs? Ça, c'est la première question. Par exemple, quelle forme de narration, d'histoire se trouve derrière chaque type de diagramme, comme si chaque diagramme, en fait, donnait lieu à des micro-récits.
La deuxième question rejoint donc toujours ce paradoxe de l'œuf et de la poule. S'agit-il de données narrativisées, des données qui vont être transformées en narration, ou des narrations qui vont se plier aux données? Donc on ne va pas avoir la même chose. Qui prend en charge qui? Donc là, nous passons de la structure commune à une transformation d'une structure dans une autre. Et donc ça va appeler à l'abandon de certaines propriétés. Troisième question, quelle est l'organisation spatiale et temporelle de cette totalité hybride que nous appelons data storytelling? Et nous parlerons alors de méréologie, c'est-à-dire l'étude des relations entre parties et tout. Donc première partie de l'étude, l'analyse de la visualisation doit concevoir la relation entre narrativité et données comme une relation qui est non orientée. Donc c'est une relation sans domination d'une des deux parties. Ainsi, deux hypothèses peuvent être posées. La première, c'est qu'il existe des intersections qui visent à imaginer un terrain neutre, permettant la mise en relation entre narrativité et données statistiques. Ici, chacun abandonne ses spécificités pour offrir une représentation statistique fiable, valeur informationnelle, et mettant également en place un récit minimal, valeur narrative. Ici, la courbe du chômage pourrait être une illustration de cette intersection par le recours à un diagramme chronologique mettant en place le temps d'un récit minimal. La seconde hypothèse serait celle de l'union. Alors j'ai eu du mal à trouver un exemple. Ici, les deux univers partageraient la totalité de leurs propriétés en présentant une expérience narrative enrichie sans dégradation de la performance de la représentation statistique. Encore une fois, je le répète, il s'agit d'une position idéale au sein de l'analyse pour organiser un corpus. À titre d'exemple d'intersection, nous voyons comment le diagramme circulaire ou le camembert contient dans sa forme plastique une narration basée sur la lutte des territoires. Son fonctionnement narratif le rapproche de la cartographie, car il présente bien un espace partagé, le disque, par des actants aux dimensions fluctuantes, les parts du disque différenciées selon les couleurs. C'est ainsi naturellement que la sélection de la représentation par diagramme circulaire mettra en scène cette lutte des territoires plutôt qu'un le recours à l'histogramme qui pourrait représenter les mêmes données. Donc le camembert engendrerait un récit typique de domination, un état de tension dans lequel s'expriment des relations de force entre actants. De la même manière, le diagramme orthogonal chronologique favoriserait les descriptions historiques, comme le ferait la description d'une frise chronologique. Nous voyons bien comment la méthode de description narrative du camembert est non linéaire, car basée sur un état de tension, et comment elle diffère de celle linéaire et chronologique du diagramme orthogonal. Ainsi, le type de diagramme choisi sélectionne un modèle narratif sous-jacent. Cette première hypothèse nous engage alors à rechercher les récits sous-jacents à l'ensemble des types d'impositions décrits par Jacques Bertin. Bien différemment, la perspective de l'union nous invite à trouver le point de rencontre entre figurativité et narrativité comme enrichissement mutuel. La figure du pied évoquant l'empreinte carbone, en anglais footprint, n'est pas contenue dans le modèle de diagramme choisi. Ici, une implantation zonale sur la surface des disques. Il est ajouté à celui-ci pour l'augmenter d'une dimension narrative ou figurative. Il n'y a pas eu non plus de recul de l'informationnel devant le narratif pour permettre ce montage signifiant une figure de l'empreinte du pied. Dans ce sens, je vais reprendre une phrase, cette stratégie est une stratégie, on dirait, gagnant-gagnant. Et ça pourrait être l'illustration donc, de cette position idéale de l'union ou du complexe entre narratif et informationnel. Dans les exemples qui vont suivre, nous allons au contraire montrer des situations de domination d'une des deux dimensions. Nous appellerons cela des transformations, car celles-ci supposent l'effacement d'une identité au profit de l'émergence d'une autre. Alors, par exemple, la figurativité peut se trouver transformée en données plus ou moins statistiques, on en convient là, ici. Ici, la frite ou le chat-oiseau perd de sa valeur figurative et narrative pour se retrouver aux prises avec des dispositifs de lecture et d'interprétation des visualisations statistiques. Ici, c'est bien le dispositif qui va faire qu'on dataifie en fait une figure. Ainsi, une lecture scientifique, j'ouvre les guillemets, en abscisse, produit un oiseau, bird, et une lecture en ordonnée, un chat, cat. La hauteur de frites réelle lue en ordonnée devient un indicateur quantitatif de la consommation de frites et la lecture en abscisse met en place une analyse chronologique qui égrène les mois de l'année 2010. Donc là, on voit plutôt quelque chose de figuratif qui se retrouve data visualisé. Le travail du designer Peter Horntoft questionne également cette relation orientée entre narration et data que nous appelons transformation.
Ici, nous nous sommes permis de rajouter des points d'interrogation car nous ne savons plus réellement s'il s'agit d'objets du monde adaptés à la data visualisation ou inversement des visualisations de données déformées pour entrer dans notre monde. Le dispositif maintient l'ambiguïté. Ainsi, la circularité d'une kippa ou celle des bords d'un voile devient support d'un diagramme circulaire, tandis qu'un chapelet catholique prend les apparences d'un diagramme napolitain ou diagramme rectiligne. Dans l'exemple qui va suivre et qui a donné lieu à un article donc, dans la revue Communication et Organisation, nous voyons clairement la démarche de déformation d'un diagramme chronologique issu du très sérieux site Data Market pour devenir un récit de la domination des moutons sur les humains en Nouvelle-Zélande. Ici, le narratif prend clairement le dessus pour transformer et déformer la représentation statistique d'origine afin de la faire coïncider avec un récit mythique, celui de la confrontation entre populations humaines et ovines. Cet exemple de designer Michael Pochner montre bien comment le data storytelling est une solution compromis, qui apporte son lot de contradictions. En effet, lorsque l'on regarde d'un peu plus près cet exemple, nous constatons un décalage certain entre l'apparence de la courbe et les données numériques. Si les effectifs chutent de 70 millions à 38 millions, la courbe semble se maintenir, voire légèrement progresser. Ce décalage est notamment entretenu par les choix plastiques et figuratifs qui déforment les grilles du diagramme pour figurer les cordages et les poteaux d'une barrière. Une barrière que le mouton semble sauter en écho avec les données statistiques qui indiquent sa suprématie. Nous perdons donc en précision les données en moins et en véracité informationnelle, un mensonge lié à la déformation plastique, afin de mieux satisfaire les besoins du récit, la petite scénette du mouton sautant la barrière. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps. Enfin, le data storytelling peut être pensé aussi donc en termes de méréologie, tout simplement en termes de relations party-to, au niveau spatial et temporel. Ces deux exemples de l'œil et de l'affichage urbain aussi, c'est toujours Horntoft, nous semblent assez clairement indiquer que le data s'invite dans un monde de figures. En termes rhétoriques, nous voyons là ce que l'on appelle un trope iconique, c'est-à-dire une figure inattendue qui s'infiltre et remplace une figure attendue. L'iris est ici remplacé par un diagramme circulaire, tandis que l'affichage publicitaire ou informationnel et le ruban de signalisation de chantier perdent leur valeur figurative d'origine pour devenir diagramme orthogonal. Ici, la partie data donc semble incluse dans la partie figurative et narrative, comme le montre le petit schéma en bas à gauche. Inversement, cette petite visualisation sur les blockbusters au cinéma apparaît d'abord comme un diagramme orthogonal qui intègre au sommet de ces bâtons des parties figuratives. Le modèle de relation party-to présenterait donc des parties figuratives et narratives incluses dans une totalité de type data visualisation. Enfin, nous ne pouvons parler de totalité sans aborder la question des ensembles signifiants constitués par plusieurs data visualisations. Un groupe de chercheurs a judicieusement inventé le terme de vis-jockey pour évoquer cette pratique d'assemblage de visualisation comme le ferait tout disc-jockey avec la musique. On peut ainsi parler d'assemblages spatiaux, comme c'est le cas ici dans le journal The Guardian, à propos des dépenses du Parlement du Royaume-Uni en 2008-2009, qui fait suite, c'était un scandale en fait, suite au Freedom Information Act de 2000. Ici, l'interprétation mêle espace et temps, puisque la totalité obéit à des contraintes de lecture spécifiques à chaque type de diagramme et à chaque disposition de diagramme par rapport aux autres. Donc je reprends un peu les décodeurs, ça revient. Dans cette même idée du vis-jockey, nous pouvons évoquer le travail des décodeurs du monde, qui offrent une relecture des informations par le biais de données statistiques. La méréologie, ou relation party-to, est ici posée en termes de linéarité dans le style des sites monopages, one-page design. Sur toute la longueur de la page web, les journalistes exposent leurs données en maîtrisant l'ordre et le rythme des dispositions de diagrammes. Ici, nous serions dans une dominante temporelle du vis-jockey, ce qui nous amène à penser l'analyse bien différemment. Nous pourrions ainsi nous demander si la narrativité est concomitante à l'exposition des données. Observons-nous une simultanéité inclusive qui fonctionnerait comme une forme de relais accompagné d'une médiation? S'agit-il d'une succession médiée par laquelle la narrativité ou la data visualisation permettrait de faire le lien tout simplement entre deux parties? Ou observons-nous au contraire une exclusion mutuelle entre narration et data visualisation qui nous mènerait à des successions strictes?
Donc la question finale est toujours de déterminer quels sont les usages les plus communs dans les montages stratégiques temporels pour permettre de gérer cette relation entre narrativité et data. Donc pour terminer, je voudrais insister sur le fait que cette présentation a une valeur essentiellement programmatique, puisque ma recherche ne fait que commencer, ça fait peut-être 1 an, 2 ans maximum. Plus généralement, cette question de la data pose la question de la visualité de la narration et de la narrativité de la visualisation, sans pour autant donner une prise spécifique à la data. C'est ça le risque. Ainsi, nous devons veiller dans le futur à toujours inclure la question des données statistiques dans ces études pour ne pas simplement opposer narration et visualisation. Ce troisième terme de l'étude pourrait être réintégré lorsque nous aborderons la question de la perte d'identité de la data visualisation. En gros, on se poserait la question à partir de quand la data visualisation n'est plus reconnue comme telle, parce qu'on voit vraiment qu'il y a des productions qui s'en éloignent, mais bon. Donc il faudrait redéfinir les contours de cette frontière de la data visualisation. Et bien sûr, une manière de vérifier cela serait aussi de tester les dégradations possibles de la performance au niveau de la prise d'information. Enfin, il s'agira aussi également de mieux décrire en quoi le recours à l'expérience humaine du récit constitue réellement un enrichissement de la data visualisation. Voilà. Donc me voilà à la fin de l'intervention et je vous remercie pour l'attention. Merci.